Bonjour à vous les amis, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Il y a certains qui n'ont pas pu suivre le live qu'on a fait le samedi passé et le samedi passé. Donc là, j'ai prévu de faire un enregistrement du live. Donc c'est un live contre moi-même. Je vais prendre le temps de bien expliquer voilà, tout ce qu'on a dit durant les deux lives passés pour pouvoir donner l'information aux gens par rapport au trading, bien évidemment. Parce que pour moi, c'est l'information qui fait la différence aujourd'hui, en fait. Vous voyez, si je n'ai pas l'information, ça va créer certaines incompréhensions par rapport au domaine en question. Mais une fois que j'ai l'information, que j'ai une idée de comment la chose fonctionne, je ne suis plus perdu, en fait. Donc, sans tarder, je vais commencer directement. Ici, on va progresser en prenant un exemple avec le franc CFA. Déjà, supposons que vous avez la somme de, de 120 000 francs dans votre main physiquement. Oui. Supposons que vous avez une somme de 120 000 francs CFA dans votre main. Donc cet argent-là, une fois que vous l'avez dans votre main, il est physique en fait. Vous voyez. Maintenant, supposons que vous décidez un jour comme ça d'aller déposer ces 120 000 francs-là dans un compte bancaire ou bien dans un compte Wave ou encore dans un compte Move ou bien Orange Money. Peu importe. En ce moment-là, l'argent que vous avez physiquement devient numérique parce que vous avez décidé d'aller le déposer dans un compte bancaire, bien sûr, un compte Wave, par exemple. Donc, en ce moment, l'argent-là que vous avez physiquement n'est plus physique, en fait, mais il devient numérique. Vous voyez? Mais il va garder toujours la même valeur sur le compte. La seule différence ici, c'est que cet argent-là ne sera plus physique, en fait. Vous ne pouvez pas l'attraper. Sinon, il va garder la même valeur que vous pourrez voir sur votre compte, en fait. Vous voyez? Et l'exemple que je viens à peine de prendre avec le franc CFA, nous pouvons prendre le même exemple avec la devise euro. C'est bon. Supposons que vous avez des euros dans la main, vous décidez d'aller déposer ces euros-là dans un compte bancaire ou peu importe le compte. Supposons que vous avez le livre sterling. Le livre sterling, c'est la devise du Royaume-Uni. Supposons que vous avez le yen japonais. Supposons que vous avez le dollar américain, le franc suisse ou encore le dollar canadien ou le dollar australien. Peu importe la devise que vous avez dans votre main, du moment où vous décidez d'aller déposer cette devise-là ou bien cet argent-là dans un compte bancaire ou bien sur un compte mobile money, par exemple, en ce moment-là, cet argent n'est plus physique, il devient numérique. Vous voyez, il devient numérique tout en gardant la même valeur que lorsqu'il était dans votre main physiquement. La seule différence ici, c'est qu'il devient physique. Il devient numérique, autant pour moi. Donc, vous devez comprendre que l'exemple que je viens à peine de prendre avec les devises, nous, en tant que traders, c'est sur la représentation numérique de toutes les devises qui existent dans le monde. C'est sur ces représentations numériques-là que nous, les traders, on va travailler. Et cette représentation numérique-là, elle va se présenter sous forme de graphique. Cette représentation numérique de toutes les devises qui existent dans le monde sur lesquelles nous, les traders, allons travailler, va se présenter sous forme de graphique, comme vous le voyez à l'écran ici. Elle va se présenter sous forme de graphique. Maintenant, à la différence avec la représentation numérique d'une somme, peu importe la devise, dans un compte local comme un compte Wave ou bien un compte bancaire, on n'aura pas en fait la même représentation numérique. Parce que en trading, ici, on va travailler sur la représentation numérique de toutes les devises qui existent, mais cette représentation numérique des devises-là se présentera sous cette forme-là chez nous en trading. Et c'est ce graphique de la représentation numérique des devises que nous allons utiliser en fait pour pouvoir travailler. Vous voyez? Mais il y a une petite différence ici. On a dit, l'autre côté, que le prix ne va pas changer en fait. Vous allez voir la même valeur de l'argent que vous avez physiquement dans votre compte. Mais ici, la valeur du prix de l'actif, ou bien la valeur du prix de la représentation numérique
de la devise en question ne va pas rester statique en fait. Le prix va bouger d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, d'un point C à un point D, peut-être même d'un point D vers un point A. Vous voyez, c'est comme ça que le prix va se comporter en fait. Vous pouvez le voir ici à l'écran même, que le prix de la représentation numérique qu'il y a sur le graphique là n'est pas resté à un seul endroit. Vous voyez, il est monté comme ça, le prix est monté ici. Après, le prix il est redescendu comme ça. Après, le prix il est remonté ici. Et là, il est en train de redescendre. Vous voyez, c'est la différence là que vous devez comprendre. Et je vais aller sur TradingView. TradingView, c'est l'application qui va vous permettre, voici le nom que j'ai écrit ici. C'est l'application qui va vous permettre, c'est une plateforme qui va vous permettre de pouvoir avoir accès aux représentations numériques de toutes les devises qui existent dans le monde sous forme de graphiques que nous, les traders, on utilise en fait. Donc, je passe sur TradingView. Là, je suis sur TradingView. Je peux décider en fait d'aller regarder la représentation numérique de la devise qui m'intéresse. Là, par exemple, je vais taper pour le dollar, donc USD. Vous voyez, la représentation numérique du dollar va se présenter sous cette forme-là. Ouais, sous forme de graphique chez nous en trading. Et c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir tirer avantage. Je vais regarder aussi, par exemple, pour l'euro. Ouais, je décide de regarder la représentation numérique de l'euro et regarder ce que ça donne. Ça se présente aussi sous forme de graphique. Donc, retenez que la représentation numérique de toutes les devises qui existent chez nous en trading, c'est exactement sous forme de graphique que cela va se présenter. Et ce graphique-là, sur ce graphique-là, vous pouvez voir sur ce graphique-là des couleurs rouge, vert avec des traits blancs. Vous voyez? Je vais vous expliquer ce que c'est en réalité, mais je vais zoomer dessus d'abord pour que vous ayez une petite idée. Regardez par vous-même. Quand vous regardez les trucs verts, bon, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas envie de dire le nom en même temps. Quand vous regardez les couleurs vert, regardez le vert qu'il y a juste ici, juste là, le rouge qu'il y a juste ici. En réalité, à quoi est-ce que ça ressemble, selon vous, quand vous regardez ça bien? Quand vous regardez, en réalité, ça ressemble en fait à des bougies dans la réalité, vous voyez. J'essaie de zoomer encore dessus. Regardez, ça ressemble en fait à des bougies. Vous voyez, ça ressemble à des bougies dans la réalité. Et effectivement, le nom de tout ce que vous voyez ici qui constitue le graphique, on appelle ça des bougies japonaises. Donc, tout ce qui est rouge, vert, avec des traits blancs, blancs, tout ça, ce sont des bougies japonaises. Tout ce que vous voyez ici, là, tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez sur l'écran, là, ce sont des bougies japonaises. Ils ont une autre appellation et cette appellation-là, ce sont des chandeliers japonais. Donc, bougies japonaises ou chandeliers japonais. Vous voyez? Et chaque bougie a deux parties. Attendez que je zoome dessus. Chaque bougie a deux parties. Donc, il y a le corps de la bougie. Il y a ce qu'on appelle le corps de la bougie. Il y a le corps de la bougie. Et c'est le corps de la bougie que vous voyez, genre en vert ici, là. C'est le corps de la bougie qui est en vert. Maintenant, vous allez voir les traits blancs qui sont reliés au corps de la bougie. Ce sont les mèches. On appelle ça la mèche de la bougie, en fait. Les traits blancs que vous voyez aux extrémités, en haut et en bas, ça, on appelle ça des mèches. C'est pareil pour toutes les bougies, en fait. Vous voyez, c'est pareil pour toutes les bougies. Donc, ce que vous voyez au niveau des extrémités de la couleur verte, ici, on appelle ça des bougies. Et la couleur verte elle-même, là, on appelle le corps de la bougie. C'est le corps de la bougie que vous voyez juste ici. C'est pareil aussi pour toutes les bougies rouges. Regardez cette bougie rouge que vous voyez. Attendez. Regardez cette bougie rouge que vous voyez ici. C'est pareil pour toutes les bougies, hein. Voilà. Regardez cette bougie rouge-là, ici. C'est le corps de la bougie, en fait. Et ce qu'il y a en haut, le trait qu'il y a en haut, là, c'est la mèche de la bougie. Ce qu'il y a en bas aussi, ici, le trait blanc qui est relié au corps de la bougie, c'est la mèche de la bougie. Vous voyez, donc, chaque bougie comporte deux parties. Et en plus de cela,
Une bougie prend un certain temps pour se former. Là, par exemple, sur ce graphique-là, moi, j'ai mis sur 15 minutes. Donc, toutes les bougies qu'il y a sur ce graphique-là vont prendre exactement 15 minutes chacune pour se former. Est-ce que vous comprenez? Chaque bougie ici va prendre 15 minutes pour se former. Et ce temps-là que la bougie va prendre pour se former, c'est moi je décide du temps que la bougie va prendre en fait pour se former. Là, je vais décider de mettre ça sur 10 minutes. Regardez, j'enlève ça. Regardez, ça s'est affiché. Donc, toutes les bougies que vous voyez ici, là, ce sont les bougies de 10 minutes en fait. Chaque bougie a pris 10 minutes ici pour se former. Et ce temps-là, c'est moi qui décide du temps que la bougie doit prendre pour se former, en fonction de ma manière de travailler. Je peux même décider de mettre ça sur les bougies de 4 heures. Regardez, juste en haut, à gauche, ici, là, que c'est moi je décide en fait de mettre ça sur 4 heures. Vous voyez, cela dépend du système de trading ou bien du système de travail, tout simplement, de la stratégie que chacun utilise pour pouvoir travailler. Vous voyez. Maintenant, je peux aussi décider de mettre ça sur 1 minute. Je vais faire sortir toutes les time frames qui existent. Regardez, je peux décider de mettre ça sur 1 minute, sur 2 minutes même si je veux, sur 3 minutes si je veux, 5 minutes, peu importe la minute. Cela va dépendre de ma manière de travailler sur les graphiques en fait. Moi, par exemple, dans mon cas, je travaille uniquement avec les bougies de 15 minutes. Vous voyez. Donc, je mets uniquement mon graphique sur les bougies de 15 minutes pour pouvoir faire le travail en question. Parce que ça, c'est ma manière de travailler à moi. Ça, c'était un petit détail. Vous pouvez le voir à l'écran ici, que le prix de la représentation numérique de l'euro est en train de descendre ici, là. Après ça, on a recommencé encore à monter. Vous voyez. Le prix ne cesse de bouger. Et dans la suite, vous allez comprendre que c'est la variation du prix là que nous, les traders, allons utiliser pour profiter du marché en question. Vous voyez. Donc, on va continuer. Ça, c'était une petite parenthèse pour vous montrer que nous, les traders, nous travaillons sur la représentation numérique de toutes les devises qui existent et que cette représentation numérique-là se présente sous forme de graphique. Et à l'intérieur du graphique, nous retrouvons l'ensemble de plusieurs bougies. Et une bougie comporte deux parties. Et la bougie prend un certain temps pour se former. Et ce temps-là, c'est moi, je décide du temps que la bougie doit prendre pour se former en fonction de ma manière de travailler. En plus de cela, la variation du prix va me permettre de pouvoir générer des profits. Ça, vous allez comprendre ça dans la suite. Et peu importe la représentation numérique de la devise que je vais regarder, quand je viens sur TradingView, je tape le nom de la représentation numérique de la devise que je vais regarder pour pouvoir avoir accès à cela. Ça, c'était une petite parenthèse, on va continuer. Maintenant qu'on a fini tout ça, je tiens à vous préciser que il existe en fait plusieurs types de marchés financiers. Et, et le marché financier de la représentation numérique de toutes les devises que je viens à peine de vous expliquer là, cela fait partie de d'autres types de marchés financiers, en fait. Et le marché financier que je viens à peine de présenter là, donc le marché financier des devises là, on appelle ce marché-là le Forex. Vous pouvez le voir ici. Donc, partout, vous allez entendre parler de Forex. Désolé. Donc, partout, vous allez entendre parler de Forex. Sachez qu'il s'agit en fait de la représentation numérique de d'une devise en fait. Partout, vous allez entendre parler de Forex. Sachez automatiquement qu'il s'agit de la représentation numérique des devises. C'est ce marché-là qu'on appelle le Forex. Le marché de la représentation numérique des devises, c'est ça qu'on appelle le Forex. Il y a d'autres types de marchés financiers comme les indices boursiers. Et parmi le marché des indices boursiers, là, on retrouve le SP500. Le SP500, ce n'est rien d'autre que la représentation numérique des 500 plus grosses entreprises américaines. Vous voyez, il y a aussi ce qu'on appelle le Dow Jones. Je préfère ne pas rentrer dans trop de détails, sinon on va traîner. Il y a aussi ce qu'on appelle le Dow Jones. Vous pouvez faire des recherches dessus si vous le souhaitez. Il y a aussi ce qu'on appelle le Nasdaq. Ça aussi, c'est
c'est la représentation numérique d'une entreprise. Il y a aussi le CAC 40. Le CAC 40, je crois, c'est la représentation numérique d'un indice boursier français. Il y a aussi le DAX, vous voyez. Maintenant, à part ce marché des indices boursiers et ce marché du Forex-là, on retrouve encore parmi les marchés financiers, le marché des indices boursiers, pardon, le marché des matières premières. Et parmi ces matières premières-là, on retrouve l'argent, on retrouve l'or, on retrouve aussi le pétrole, il y a aussi le gaz, vous voyez. Il y a tout ce qui est matière première, là. On retrouve sa représentation numérique chez nous en trading, vous voyez. Et c'est exactement le même fonctionnement qu'ils vont utiliser en fait pour pouvoir travailler. De la même façon, on a vu que le prix ne cesse de bouger sur la représentation numérique de toutes les devises. C'est de cette même façon-là que ces représentations numériques-là des autres marchés financiers vont aussi bouger. Il y a aussi ce qu'on appelle le marché des actions. Vous voyez, il y a le marché des actions. On a Apple, l'action de Apple. Il y a aussi l'action de Tesla. Il y a aussi l'action de Microsoft. Attendez, je vais sur TradingView. Je vais taper, par exemple, je vais taper Orange, l'action de Orange. L'action de Orange, là, ce n'est rien d'autre que la représentation numérique hein, de Orange en question. Attendez, je clique là. Regardez, tout ce que vous voyez juste ici, là, vous voyez que ça se présente de la même façon. Je peux décider de taper l'indice boursier SP500, par exemple. Ça va s'afficher de la même façon et le prix aussi va bouger dans un sens et l'autre. On va continuer. Retenez juste qu'il existe plusieurs marchés financiers. Et quand on parle de marché financier, on veut parler de la représentation numérique d'une devise ou bien d'un indice boursier ou bien de matières premières ou encore des actions. J'espère que vous n'êtes pas perdu. Voilà. Maintenant, nous, dans notre cas ici, on va se concentrer uniquement sur le marché financier des devises qu'on appelle le Forex. Nous, on va se concentrer seulement sur le Forex. Maintenant, on va continuer. Maintenant que vous savez qu'il existe plusieurs types de marchés financiers, comme le Forex qui regorge de représentation numérique de devises, comme les indices boursiers, les matières premières et les actions, je vais vous donner maintenant la définition du trading. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi est-ce que le prix ne cesse de bouger sur les marchés financiers de la représentation numérique en fait, des devises ainsi que pour tous les autres marchés aussi. À l'écran, ici, vous pouvez constater que c'est écrit. Le trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers dans l'objectif de se faire du bénéfice, tout comme les commerçants. Je reprends encore la définition du trading. Le trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers dans l'objectif de se faire du bénéfice, tout comme les commerçants. En réalité, le trading, c'est en anglais. La définition, la traduction du trading en français, ça veut dire commerce. Vous voyez, et j'ai dit, tout comme les commerçants, on va acheter et on va vendre aussi des actifs financiers dans l'objectif de se faire du bénéfice. Et comment est-ce que cela fonctionne? Je vais vous l'expliquer en vous prenant quelques exemples très simples. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Regardez, je vais vous expliquer comment est-ce que le trading fonctionne à travers un petit exemple ici. Supposons que vous êtes un commerçant. Bon, prenons le cas d'un commerçant de téléphone qui s'intéresse. Bon, prenons le cas d'un commerçant qui s'intéresse au marché des téléphones. Vous voyez, prenons le cas d'un commerçant qui s'intéresse au marché des téléphones. Ce commerçant-là, il dispose d'un capital de 100 000 francs que vous voyez juste ici. Et vu qu'il s'intéresse au marché des téléphones, il ne va pas se lever un bon matin comme ça pour aller acheter les téléphones dans l'objectif de les revendre pour se faire du bénéfice. Non, il ne va pas faire ça au hasard comme ça.
il va d'abord prendre le temps de faire une étude de marché, de analyser afin de savoir quelles sont les marques de téléphone qui marchent le plus, quelles sont les marques de téléphone qui intéressent le plus les gens. Vous voyez? Encore une fois, désolé pour la qualité du français si vous ne comprenez pas, mais j'espère franchement que ce n'est pas le cas. Ce commerçant-là, il va d'abord faire une étude de marché pour savoir quelles sont les marques de téléphone qui marchent le plus. Et quand il finit de faire son analyse, il va décider d'acheter un téléphone, par exemple, à 10 000 francs, dans l'objectif de revendre ce téléphone-là à 20 000 francs. Et là, c'est le premier scénario, en fait, qui peut se passer. Acheter le téléphone à 10 000 et revendre le téléphone à 20 000. Dans le premier scénario, il s'est fait du bénéfice. Vous voyez? Et le deuxième scénario qui peut se passer, c'est quoi? C'est qu'il peut faire son analyse et malgré qu'il a fait une bonne analyse, il achète le téléphone à 10 000 francs dans l'objectif de revendre ce téléphone-là à 20 000 francs. Mais au lieu que le prix monte jusqu'à 20 000 francs, le prix du téléphone-là va déprécier jusqu'à 5 000 francs. Vous voyez, ça, c'est le deuxième scénario en fait qui peut se passer. Et en ce moment-là, quand le prix va descendre pour atteindre les 5 000 francs par téléphone, lui, en tant que commerçant, il peut décider en fait de vendre ces téléphones-là à 5 000 dans l'objectif de récupérer au moins une partie de son argent qu'il a investi au départ. Vous voyez? Donc là, il y a deux scénarios. Le premier scénario, il fait son analyse et il constate que le prix de tel téléphone coûte 10 000 et qu'il peut revendre ce téléphone-là à 20 000 pour se faire du bénéfice. Maintenant, au niveau du deuxième scénario, c'est qu'il finit de faire son analyse, il a fait des constats, il a acheté le téléphone, mais au lieu de monter, le prix descend. À ce moment-là, il décide soit de revendre le téléphone à un prix plus bas par rapport au prix auquel il a acheté le téléphone pour conserver au moins une partie de son argent qu'il a investi au départ. Je vais prendre encore l'exemple du cas d'un commerçant qui s'intéresse au marché des ordinateurs. C'est bon? Donc, prenons le cas d'un commerçant qui s'intéresse au marché des ordinateurs, qui dispose aussi d'un capital de 100 000 francs. Et ce commerçant-là, il n'est pas bête en fait. Il va d'abord faire une étude de marché pour savoir quelles sont les marques d'ordinateurs qui marchent le plus avant d'aller acheter un ordinateur à un prix unitaire pour le revendre, pour se faire du bénéfice. Donc, après son étude de marché, le commerçant d'ordinateur, il constate que il peut acheter un ordinateur à 20 000 francs et revendre cet ordinateur-là à 50 000 pour se faire du bénéfice. Mais là, c'est le premier scénario en fait qui peut se passer. Il achète un ordinateur à 20 000 et il le revend à 50 000 pour se faire du bénéfice. Là, c'est le premier scénario qui peut se passer. Et le deuxième scénario qui peut aussi se passer, c'est que quand il finit d'acheter l'ordinateur à 20 000 francs, quelque temps plus tard, il se rend compte que la valeur de l'ordinateur est en train de déprécier, en fait. Donc, la valeur de l'ordinateur est en train de baisser pour atteindre la valeur des 10 000 francs. En ce moment, ce vendeur, ce commerçant-là, il peut décider, en fait, de revendre ses ordinateurs à 10 000 francs dans l'objectif, en fait, de conserver au moins une partie de son argent qu'il avait investi au départ. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième scénario qui peut se passer. Et ces scénarios que je viens d'expliquer là, en fonction des commerçants, c'est exactement la même chose qui se passe ici en trading. Je vais vous prendre cet exemple-là pour que vous puissiez comprendre. Supposons que vous êtes un trader qui s'intéresse, par exemple, au marché de la représentation numérique des devises. Donc, je vais commencer à utiliser le terme Forex maintenant, parce que vous savez que quand je dis Forex, je veux parler de la représentation numérique des devises. Donc, supposons que vous êtes un commerçant qui s'intéresse, vous êtes un trader qui s'intéresse en fait au marché des devises. Et le marché qui vous intéresse précisément là, supposons que c'est le marché du dollar. Donc, vous n'allez pas vous lever un bon matin comme ça pour venir analyser, pour venir acheter le dollar dans l'objectif de le revendre plus cher pour faire du bénéfice, tout comme le commerçant. Vous allez d'abord prendre le temps de faire une étude de marché, de analyser le marché du dollar avant de faire quoi que ce soit, exactement comme le commerçant l'a fait.
Donc, à ce moment-là, vous venez sur votre graphique, par exemple, de, du dollar et vous vous mettez, par exemple, tous les tracés que vous voyez sur mon écran, là, ce sont des analyses, en fait. Donc, vous vous mettez, par exemple, à faire l'analyse de, du dollar en question. Et votre analyse vous dit que lorsque le prix du dollar va arriver à ce niveau ici, là, vous voyez, à ce niveau ici, là, il va recommencer en fait à monter. Donc, ça veut dire qu'il va prendre de la valeur d'après votre analyse lorsque le prix va arriver à ce niveau-là. En ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter en fait le dollar pour attendre que le prix monte pour aller dans la direction que vous avez vue en fonction de votre analyse pour pouvoir faire du bénéfice. En ce moment-là, vous allez exécuter en fait une position à l'achat. Donc, vous allez acheter, on va utiliser ces termes-là. Donc, vous allez acheter le dollar en question et puis vous allez attendre que le prix du dollar augmente pour pouvoir revendre et vous faire du bénéfice. Ça, c'est le premier scénario en fait qui peut se passer. Maintenant, le deuxième scénario qui peut se passer, c'est que au lieu que le prix du dollar monte, comme vous l'avez vu dans votre analyse, le prix du dollar commence à descendre après que vous l'ayez acheté. Vous voyez, c'est ce deuxième scénario-là qui peut se passer en fait. Maintenant, ce que vous allez faire pour pouvoir limiter la casse par rapport à votre capital de commerce, donc de trading, supposons que vous avez le même capital, donc de 100 000 francs, et vous décidez d'investir 10 000 francs sur ce trade que vous allez exécuter ici, là. Donc, quand vous décidez de la somme que vous voulez risquer sur le trade que vous allez prendre ici, vous devez alors fixer une limite qu'on appelle la limite de perte. J'ai pris un exemple comme ça avec le commerçant. Vous allez, une fois que vous avez fini de exécuter la position à l'achat, donc une fois que vous finissez d'acheter en fait le dollar, vous devez nécessairement placer une limite qu'on appelle la limite de perte par rapport à la somme que vous êtes prêt à risquer, bien évidemment. Si vous voulez risquer 10 000 francs, par exemple, sur cette position-là, une fois que vous finissez d'exécuter la position, vous placez votre limite de perte à 10 000. Comme ça, lorsque le prix du dollar ne monte pas, la somme que vous allez perdre là, c'est exactement 10 000. Parce que le prix du dollar n'est pas obligé en fait de monter comme vous l'avez prévu en fait. Donc, vous placez une limite de perte à 10 000 francs pour que si le marché ne va pas dans la direction que vous avez prévue, vous puissiez perdre exactement 10 000 francs. Sinon, si vous n'avez pas fixé de limite de perte, par exemple à 10 000 francs que vous êtes prêt à risquer, ce qui va se passer, c'est que le prix va continuer à descendre alors que vous avez déjà acheté. Le prix va continuer à descendre jusqu'à ce que l'argent qu'il y a sur votre compte soit fini complètement ou bien jusqu'à ce que vous décidez en fait de placer une limite de perte. Vous voyez, tout comme le commerçant. Et de la même façon, vous avez choisi de placer une limite de perte au cas où le prix du dollar ne va pas dans la direction que vous avez prévue. C'est de cette même façon-là aussi que vous devez placer une limite de prise de bénéfice au cas où le marché commence à augmenter dans la direction que vous avez prévue en fait. Vous voyez? Donc, ça fait deux thèmes ici qui interviennent, limite de perte et puis limite de prise de profit. Vous voyez? Maintenant, je vais commencer à utiliser deux termes, mais faites très, très attention dans l'utilisation de ces termes-là. Mon objectif ici, c'est de vous faire comprendre. Je reprends encore mon explication par rapport au trade ici. Supposons que vous voulez trader en fait le dollar. Donc, vous vous levez un bon matin, vous venez sur le marché en fait du dollar en question et vous faites l'analyse du dollar et vous vous rendez compte que d'après votre analyse, le prix du dollar, lorsqu'il va arriver à ce niveau-là, ici, il va commencer à augmenter. En ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que lorsque le prix du dollar va arriver à ce niveau-là, vous allez faire ce qu'on appelle un pari à la hausse. Donc, faites très attention quand je parle de pari à la hausse et de pari à la baisse. C'est pour vous faire comprendre. Parce que le trading et les paris sportifs n'ont absolument rien en commun. Vous allez le comprendre dans la suite.
J'utilise ces termes-là pour vous faire comprendre. Donc, supposons que le prix est arrivé ici. Et selon votre analyse, lorsque le prix arrivera ici, il va commencer en fait à monter. Il va commencer à augmenter en fait. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle un pari à la hausse. Donc, un pari vers le haut. Maintenant, quand vous finissez de faire le pari vers le haut, là, vous devez placer en fait une limite de perte au cas où le marché ne va pas dans la direction que vous avez prévue là. Vous voyez? Donc, dès que vous faites le pari à la hausse à partir de ce niveau-là, si le prix ne commence pas à monter dans la direction que vous avez prévue et qu'il vient toucher la limite en fait de perte que vous avez fixée, en ce moment-là, vous n'allez pas perdre en fait beaucoup d'argent ou bien vous n'allez pas perdre tout votre argent parce que vous avez pris le soin de placer une limite de perte par rapport à la somme que vous êtes prêt en fait à risquer sur le pari à la hausse. Et de cette même façon, vous avez placé la limite de perte pour limiter la casse. C'est de cette même façon-là aussi que vous pouvez placer en fait une limite de prise de bénéfice au cas où le marché commence aussi à monter dans la direction que vous avez prévue. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit ici en trading. Mais encore une fois, s'il vous plaît, faites très attention quand je parle de paris à la hausse et de paris à la baisse. L'objectif ici, c'est de vous faire comprendre ce que je veux vous transmettre en fait. Maintenant, de la même façon, on a pris l'exemple du cas du pari à la hausse. C'est de cette même façon-là, on peut prendre l'exemple du cas du pari à la baisse. Je vais vous montrer ça. Donnez-moi un instant. OK. Donc, de la même façon, vous avez décidé, vous êtes venu sur le graphique, par exemple, du dollar et vous avez fait l'analyse pour constater que le prix du dollar va monter et vous avez décidé de faire un pari à la hausse. C'est de cette même façon-là aussi, vous avez la possibilité en trading de faire votre analyse et vous rendre compte que le prix du dollar, au lieu de monter, en fait, va descendre cette fois-ci. Donc, ce que vous allez faire ce qu'on appelle un pari à la baisse. Vous voyez? Donc, supposons que le prix est en train de monter, il est en train de monter, il faisait ça, il monte comme ça. Et dès que le prix arrive à ce niveau qu'il y a ici, là, vous, en ce moment, votre analyse vous dit que le prix du dollar va descendre. Donc, ce que vous allez faire ce qu'on appelle un pari à la baisse lorsque le prix va arriver ici. Et quand vous faites le pari à la baisse lorsque le prix arrive à ce niveau-là, vous devez placer en fait une limite de perte au cas où le marché, au lieu de descendre, va continuer en fait à monter. L'objectif ici, lorsqu'on place la limite de perte, c'est de pouvoir risquer une certaine somme sur le pari à la baisse ou bien sur le pari à la hausse pour que si le marché ne va pas dans la direction que j'ai prévue là, je ne puisse pas perdre tout mon argent qu'il y a sur le compte de trading bien évidemment. Vous voyez? Et de cette même façon-là, vous devez aussi placer en fait une limite de prise de bénéfice au cas où le marché descend effectivement dans la direction que vous avez prévue. Vous voyez? C'est de cette même façon-là que nous, on travaille en trading, tout comme les commerçants. Mais ici, on fait des paris à la baisse et des paris à la hausse en fonction de l'analyse que tu vas effectuer sur le graphique de la représentation numérique de la devise qui t'intéresse en fait. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous, on travaille ici en trading. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé une question durant le live du samedi passé là. Il m'a dit, mais comment on fait un pari à la hausse et un pari à la baisse sur Mobile Money? Les gars, sachez que j'ai pris ces exemples-là pour vous faire comprendre en fait que nous, les traders, on travaille sur la représentation numérique des devises. Et sur cette représentation numérique des devises-là, on peut faire un pari à la hausse et un pari à la baisse. Cela ne veut pas dire que c'est sur Mobile Money qu'on va faire le pari à la baisse ou bien le pari à la hausse. Non, j'ai juste utilisé ces exemples-là dès le début pour pouvoir vous amener à comprendre ce sur quoi nous, les traders, on travaille en fait. Vous voyez. Sinon, pour répondre à sa question, ce qu'on fait en tant que trader, il y a des entreprises qui existent qu'on appelle les brokers.
tu crées un compte de trading chez le broker et tu déposes une certaine somme. Donc, tu déposes un capital de trading chez le broker pour pouvoir trader en fait la représentation numérique de la devise qui t'intéresse. Vous voyez? Sinon, ce n'est pas sur Mobile Money on fait pari à la hausse ou bien pari à la baisse. Donc, j'espère que, franchement, s'il est en train de révisionner la vidéo, il va comprendre en fait ce que j'essaie de lui faire comprendre. Maintenant, on va continuer avec la suite du live. Maintenant que je vous ai donné en fait la définition du trading et comment est-ce que le trading fonctionne ici, je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que le prix ne cesse de bouger à tout moment. Pourquoi est-ce que le prix monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Vous voyez? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le prix bouge. Il y a beaucoup de vous, voyez, dans ce que je dis là. Au moins, j'espère que vous comprenez en fait ce que je suis en train de dire. Je vais vous expliquer ici pourquoi est-ce que le prix ne cesse de bouger. Regardez à l'écran, vous pouvez le constater que j'ai écrit ici que la règle universelle dit que toutes les paires de devises ou tous les actifs financiers, j'ai écrit obéis au lieu de obéissent, désolé. Donc, sachez qu'en trading, la règle universelle dit que toutes les paires de devises ou bien tous les actifs financiers, parce que quand on dit paire de devises, ça veut aussi dire ça veut dire que toutes les représentations numériques des devises, là, on les appelle, la représentation numérique, par exemple, du dollar, c'est un actif. Pourquoi on dit que c'est un actif? On appelle ça actif parce que le prix ne reste pas à un seul endroit. Vous voyez, c'est pourquoi on appelle ça actif financier. Et je vous ai même dit qu'il existe plusieurs types d'actifs financiers, comme le Forex, où on retrouve la représentation numérique des devises, les indices boursiers, où on retrouve la représentation numérique de la représentation, où on retrouve en fait la représentation numérique des plus grandes entreprises américaines, françaises, allemandes, peu importe. Il y a aussi le marché, ou bien les actifs financiers euh, qu'on appelle les matières premières. Parce qu'on a la représentation numérique aussi de l'or, du pétrole, du gaz, peu importe. Donc l'objectif ici, c'est de vous faire comprendre ça. On revient à nos moutons. Je disais que le prix ne cesse de bouger parce que toutes les paires et les devises, toutes les paires de devises ou bien tous les actifs financiers obéissent à la loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire la loi de l'offre et de la demande? Je vous prends un exemple. Supposons que vous partez au marché et quand vous arrivez au marché, vous décidez en fait d'acheter quelque chose. C'est quelque chose que vous décidez d'acheter là. Le simple fait de vouloir acheter, c'est ça qu'on appelle la demande. Donc, toi, tu t'en vas au marché pour aller faire une demande. Vous voyez? Mais il y a la personne qui est en face de toi, qui a l'intention de te vendre ce dont tu as besoin là. Le simple fait de vouloir te vendre, on appelle ça l'offre. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit ici là que en trading, toutes les paires de devises ou tous les actifs financiers obéissent à la loi de l'offre et de la demande. S'il y a quelqu'un qui est en train d'acheter le dollar américain ou l'euro, il y a quelqu'un de l'autre côté du monde là-bas qui est en train de vendre. Donc, il faut quelqu'un qui est en train de vendre et quelqu'un qui est en train d'acheter le dollar, en fait. Et le simple fait qu'il y a quelqu'un qui est en train d'acheter le dollar et l'autre est en train de vendre, ça va créer ce qu'on appelle la liquidité en trading. Ça va créer la liquidité. Laissez ce thème-là. Maintenant, je vais vous expliquer que quand on parle de acheter et de vendre, ça veut dire parier à la baisse en fait et parier à la hausse. Quand on dit acheter, ça veut dire parier à la hausse. Quand on dit vendre, ça veut dire parier à la baisse. Donc, retenez ça. Encore une fois, j'utilise ces termes-là pour vous faire comprendre. Voilà. Je vais lire la phrase qui suit. Déjà, vous avez compris ce que je voulais dire lorsque j'ai dit la phrase que toutes les paires de devises et tous les actifs financiers obéissent à la loi de l'offre et de la demande. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train d'acheter l'euro, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de vendre nécessairement.
s'il y a quelqu'un qui est en train d'acheter le dollar, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de vendre. Et quand je parle de acheter, je veux parler de paris à la hausse. Et quand je parle de vendre, je veux parler de paris à la baisse. Vous voyez, acheter, c'est paris à la hausse. Vendre, c'est paris à la baisse. Vous allez le comprendre dans la phrase suivante. Regardez dans cette phrase-là où j'ai écrit plus il y a des acheteurs que de vendeurs sur le marché financier d'un actif, plus le prix en fait a tendance à augmenter. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque je dis que plus il y a d'acheteurs que de vendeurs sur le marché financier, le prix aura tendance à augmenter. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand je parle de pari à la hausse, ça veut dire acheter. Quand je dis vendre, ça veut dire pari à la baisse. Donc la phrase veut tout simplement dire que sur le marché financier, là, plus il y a de personnes qui sont en train de faire un pari à la hausse sur le dollar que de personnes qui sont en train de faire un pari à la baisse sur le même dollar là, le prix aura tendance à aller dans la direction de ceux qui sont les plus nombreux. C'est ce que cette phrase l'avait dit tout simplement. Plus les acheteurs sont nombreux que les vendeurs, c'est les acheteurs qui vont gagner en fait la bataille. Vous voyez? Et quand je dis acheter, je répète encore une fois, ça veut dire pari à la hausse. Et quand je dis vendre, ça veut dire pari à la baisse. Donc cette phrase-là veut dire que si il y a beaucoup plus de personnes qui sont en train de faire un pari à la hausse par rapport au nombre de personnes qui sont en train de faire un pari à la baisse, alors c'est ceux qui sont en train de faire le pari à la hausse là qui vont gagner en fait la bataille. Parce qu'ils sont les plus nombreux à faire le pari à la hausse. Vous voyez? Et c'est ça qui crée en fait la liquidité. Vous devez comprendre ici en trading que pendant que toi tu es en train de gagner, il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté du monde là-bas qui est en train de perdre. Vous voyez, pendant que toi, tu perds ici, il y a quelqu'un de l'autre côté du monde là-bas qui est en train de gagner. Donc, c'est ça qu'on appelle la liquidité, en fait. On prend ta liquidité à toi pour donner ça aux personnes, au groupe de personnes qui ont gagné, en fait, la bataille. Ou bien, on prend la liquidité à ces personnes-là pour partager au groupe de personnes dont tu peux faire partie, vous voyez, qui ont gagné, en fait, la bataille. C'est exactement comme ça se comporte en trading. Parce que nous ne sommes pas seuls sur les marchés financiers. Nous sommes des millions, voire des milliards de personnes qui interviennent sur les marchés financiers. Là, vous commencez à comprendre que c'est beaucoup plus sérieux et on ne doit pas comparer ça avec un pari sportif. Vous allez le comprendre dans la suite. Au moins, j'espère que vous n'êtes pas perdu par rapport à la phrase que j'ai expliquée là. On va expliquer la deuxième phrase. C'est le contraire de la première phrase en fait. Ici, c'est écrit que plus il y a de vendeurs, donc plus il y a de personnes qui sont en train de faire un pari à la baisse, que d'acheteurs, donc de personnes qui sont en train de faire des paris à la hausse, alors le prix va baisser. Je reprends encore l'explication. Plus il y a de vendeurs que d'acheteurs sur le marché financier, plus le prix baisse. Cela veut tout simplement dire que plus il y a de personnes qui sont en train de faire un pari à la baisse, donc qui sont en train de vendre, que de personnes qui sont en train d'acheter, donc qui sont en train de faire un pari à la hausse, le prix aura tendance à baisser parce que ceux qui sont les plus nombreux, ce sont ceux qui sont en train de faire le pari à la baisse. Je reprends encore la phrase d'une autre façon. Plus il y a de personnes qui sont en train de faire un pari à la baisse sur un actif financier que de personnes qui sont en train de faire un pari à la hausse sur un actif financier. Alors cet actif financier-là aura tendance en fait à aller dans la direction de ceux qui sont les plus nombreux. Vous devez tout simplement comprendre que c'est un bras de fer. Donc, c'est ceux qui sont les plus nombreux qui gagnent en fait la bataille. C'est toujours comme ça en trading. C'est toujours comme ça en trading. Vous devez le savoir. Maintenant, quelqu'un va me dire que, mais à quoi ça sert d'être sur les marchés financiers et tout, si c'est le cas. Pour être rentable sur ces marchés financiers-là, vous devez développer une stratégie qui a un avantage statistique sur les marchés. C'est-à-dire que dans une série, par exemple, de 10 trades, si vous avez perdu 7 trades et que vous avez gagné 3 trades, vous devez être capable de terminer votre semaine malgré les pertes là en positif. C'est ça qu'on appelle un avantage statistique. Et cet avantage statistique-là, on ne l'obtient pas au hasard comme ça. Non, il faut développer une stratégie en fait sur le marché. Mais ça, on va en venir plus tard. Ici, comprenez que lorsque j'explique qu'il existe
des millions d'intervenants, voire des milliards d'intervenants sur les marchés financiers. Je veux parler des intervenants comme la Banque mondiale, parce que oui, la Banque mondiale se retrouve en fait sur les marchés financiers. Il y a aussi les banques commerciales et les banques d'État. Il y a aussi les institutions financières internationales. On a les sociétés de gestion, on a le trésor public et on a les hedge funds. Et en plus de ça, on a les traders particuliers comme nous. Nous qui avons les 1000 $, les 2000 $, les 100 $, les 500 $ sur notre compte de trading là. C'est nous qu'on appelle traders particuliers. On ne travaille dans aucune entreprise en fait. Vous voyez, c'est pourquoi on nous appelle des traders particuliers. Et parmi nous, les traders particuliers là, il y a ceux qu'on appelle les baleines. Il y a ceux qu'on appelle les baleines. Et les baleines là, on les appelle les baleines parce que eux, ils disposent de millions de dollars sur leur compte de trading en fait. C'est pourquoi on les appelle des baleines. Vous voyez, donc sachez à partir d'aujourd'hui que nous sommes nombreux sur les marchés financiers à intervenir. Et le prix de l'actif ne cesse de bouger parce que ces différents intervenants-là n'ont pas le même objectif en fait. Ils ne voient pas la même chose et ils n'ont pas la même stratégie sur un actif. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que le prix ne cesse de bouger en fait. Le prix ne cesse de bouger parce qu'il y a plusieurs intervenants sur les marchés financiers qui n'ont ni le même centre d'intérêt, qui n'ont ni le même objectif, qui n'ont ni la même stratégie et qui ne voient pas la même chose. C'est la raison pour laquelle le prix va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre. Donc, chaque intervenant sur le marché a un objectif clair qu'il veut atteindre. Chaque intervenant sur le marché a sa stratégie. Chaque intervenant sur le marché ne voit pas en fait la même chose, tout simplement parce qu'on n'utilise pas la même stratégie. Et c'est ce qui va faire bouger en fait le marché dans un sens et dans l'autre sens. Et c'est cette variation de prix-là que nous, les traders, allons exploiter. Là, j'espère que vous avez très bien compris pourquoi est-ce que le prix ne cesse de bouger. J'ai aussi profité pour vous expliquer les intervenants qu'il y a sur le marché financier. Et là, je vais profiter pour vous donner en fait la différence entre les paris sportifs, parce que je sais qu'il y a certains qui attendent ça. Pour vous donner la différence entre les paris sportifs et le trading. Même si il y a des parieurs sportifs qui arrivent quand même à s'en sortir, sachez quand même qu'il y a une différence entre trader et parieur sportif. Il y a une très grande différence. Ce n'est pas la même chose en fait. Je le dis parce que récemment, j'étais sur les réseaux et je voyais deux jeunes qui étaient en train comment on appelle, de se lancer des pics par rapport au paris sportif et le trading. Vous voyez? Et il y a un qui disait que le trading et les paris sportifs, là, c'est la même chose. Parce que nous, les traders, on a l'habitude de dire que si tu as réussi, par exemple, à faire 10% par mois en trading, cela voudrait dire que tu es rentable. Alors que dans les paris sportifs, là, les 10% là, ça correspond à une cote de 1,10 en fait. Et effectivement, il n'a pas tort lorsqu'il dit que 10% correspond à une cote de 1,10. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais vous allez comprendre que le trading et puis les paris sportifs là ne sont pas pareils. Ce n'est pas la même chose. Le trading, c'est beaucoup plus structuré que ces paris sportifs là. Je vous prends un exemple. Il a dit que sur une cote de 1,10, ça fait déjà 10%. Donc, cela voudrait dire que si vous avez risqué 10 000 francs sur une cote de 1,10, vous allez gagner la somme de 1000 francs en fait. Donc, vous risquez 10 000 pour aller chercher 1000 francs. Entre nous, vous voyez que là, c'est insignifiant en fait. C'est tellement insignifiant. Comment vous pouvez risquer 10 000 francs pour aller gagner 1000 francs? Sincèrement, comment vous pouvez risquer par exemple 100 000 francs sur une cote de 1,10 pour gagner 10 000? Vous voyez que c'est insignifiant en réalité. Alors que en trading, lorsque je viens risquer 10 000 francs, c'est pour aller gagner au moins, je dis bien au moins 20 000 francs. Et moi, par exemple, avec le système de trading que j'utilise là,
quand je exécute une position, quand comment on appelle, je risque 10 000 francs sur une position, c'est pour gagner au moins 40 000 francs, donc 4 fois mon risque. Est-ce que vous comprenez? C'est pour gagner au moins 4 fois mon risque. Alors que dans les paris sportifs, tu vas risquer, par exemple, 100 000 francs pour aller gagner 10 000. C'est insignifiant, en fait. C'est insignifiant. Maintenant, quelqu'un va me dire et si on utilise les cotes de 2, de 3, de 5, là, la donne va changer. C'est ce que vous allez me dire. Encore une fois, je répète, le trading et les paris sportifs, il y a une très grande différence. Ce n'est pas la même chose. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le trading, en réalité, c'est un domaine de probabilité, ce qui n'est pas le cas pour le pari sportif, en fait. Je réponds directement ou indirectement à la personne, par exemple, qui va rester derrière l'écran là-bas et qui va dire que, et si on utilise les cotes de 2, de 3, de 4 ou bien de 30, peu importe la cote que vous allez utiliser, sachez que le trading représente en fait, le trading est un domaine de probabilité. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. Que ça n'a rien à voir avec les paris sportifs. Regardez ici à l'écran. Encore une fois, avant de commencer, je suis désolé d'afficher ces gains-là. Mais mon objectif, c'est de vous faire comprendre quelque chose. Je n'aime pas trop parler de gains, 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 en tout cas pas sur les réseaux. Parce que pour moi, le développement personnel, c'est la chose la plus importante. Parce qu'en réalité, vous allez obtenir ce que vous voulez de la vie seulement à travers qui vous êtes. Donc, sans tarder, je vais commencer à expliquer. Je disais que le trading est un domaine de probabilité, contrairement aux paris sportifs. Regardez vous-même. La capture d'écran que vous voyez ici, là, c'est le bilan de la première semaine de janvier 2026 que vous voyez là. C'est le bilan de la première semaine de janvier 2026 que vous voyez là. Ce sont les trades que j'ai exécutés en fait durant cette première semaine du mois de janvier là. Regardez par vous-même. Le premier trade que j'ai exécuté, j'ai fait stop loss. C'est-à-dire que j'ai perdu 30 dollars parce que moi, je risque 30 dollars sur chaque trade que j'exécute. Le deuxième trade que vous voyez juste ici, j'ai perdu encore 30 dollars sur la position. Le troisième trade, j'ai exécuté encore une autre position. J'ai perdu encore 30 dollars sur la position. Le quatrième trade, j'ai perdu encore 30 dollars. Le cinquième trade, j'ai perdu encore 30 dollars. Et le sixième trade, j'ai perdu encore 30 dollars. Mais selon vous, pourquoi est-ce que malgré les pertes de 30 dollars fois 6 que j'ai enchaîné là, j'ai toujours continué à exécuter les trades? Vous allez le comprendre. Regardez, le septième trade que j'exécute là, je fais 4 fois mon risque. Donc 115 dollars. Normalement, c'est 120 dollars à cause des frais de transaction. C'est 115 dollars ici. Donc je fais 4 fois mon risque sur le septième trade. Sur le huitième trade, je fais encore 4 fois mon risque, donc 123 dollars. Maintenant, je ne considère pas ce trade-là, c'est une erreur de l'eau. Maintenant, c'est ça, sur le neuvième trade que j'ai exécuté ici, j'ai fait encore 4 fois mon risque. Maintenant, faisons les calculs. J'ai exécuté au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades au total. Et sur les 9 trades que j'ai exécutés là, j'ai perdu au total 6 trades. Donc 6 trades de 30 dollars. 6 fois 30, ça fait 180 dollars. Donc sur les 6 trades que j'ai exécutés là, j'ai perdu 180 dollars. Vous voyez? Maintenant, j'ai gagné seulement 3 trades sur les 9 trades que j'ai exécutés. Mais malgré cela, j'ai quand même terminé ma semaine avec un profit de 198 dollars. Là, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Sur les 9 trades que j'ai exécutés durant cette semaine-là, il y a 6 trades qui sont perdants. Et il y a seulement 3 trades qui sont gagnants. Et j'ai quand même réussi à terminer ma semaine avec un profit de 198 dollars. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la probabilité. C'est exactement cela qu'on appelle la probabilité.
Sur une série de 9 trades, j'ai perdu 6 trades et j'ai gagné seulement 3 trades. Mais malgré cela, je termine ma semaine en positif avec un profit de 198 dollars. C'est ça qu'on appelle la probabilité. Mais dites-moi, dans les paris sportifs, là, si vous avez fait 9 coupons, peu importe la cote, hein, peu importe la cote, est-ce que vous êtes sûr, je demande, je répète encore, est-ce que vous êtes sûr, je préfère insister sur le mot sûr, est-ce que vous êtes sûr que si vous avez gagné seulement 2 coupons, avec la même mise, hein, avec la même mise à chaque cote, est-ce que vous êtes sûr que vous allez quand même terminer votre semaine ou bien ce mois-là de Paris-là en positif? Bien évidemment que non. Parce que là-bas, il n'y a pas d'avantage statistique. Il n'y a pas d'avantage statistique avec les paris sportifs. Alors qu'en trading, il y a un avantage statistique. Et cet avantage statistique-là, on le développe avec un système de trading qu'on va backtester dans le passé. Je vais me poser une question tout à l'heure là dans le début. Est-ce que vous pensez que vous pensez que je suis fou pour pouvoir exécuter 6 trades perdants et quand même continuer à exécuter ces trades-là? Vous me croyez fou? En réalité, je ne suis pas fou. C'est parce que j'ai une confiance inébranlable en mon système de trading que j'ai continué à exécuter les trades. Parce que je sais que si je continue à exécuter les trades, arrivé au bout d'un moment, si je gagne seulement 2 ou 3 trades, je vais quand même terminer ma semaine en positif. C'est cette certitude-là qui m'amène à exécuter les trades malgré que je perds les positions de façon successive. Vous voyez? Et cette confiance-là, on l'acquiert en développant un système de trading qui a un avantage statistique sur le marché. Et comment on développe cette stratégie-là? Comment on développe ce système-là? On va faire ici en trading ce qu'on appelle le backtesting. C'est-à-dire que on se retourne 5 ans en arrière, ou bien 2 ans en arrière, ou bien même 10 ans en arrière. Certains font 1 an ou 5 ans, peu importe. On se retourne, par exemple, 1 an ou 2 ans en arrière avec la stratégie qu'on utilise aujourd'hui. On l'applique sur le passé du marché durant ces 5 ans-là. Et à la fin de l'année, à la fin de ces 5 ans-là, dans le passé, on applique cette stratégie-là sur le passé du marché pour voir si cette stratégie-là aurait marché. Et à la fin de ces années-là, vous allez récolter ce qu'on appelle des données. Vous allez récolter des informations. Et c'est à travers ces informations-là, vous allez savoir que la stratégie que je suis en train d'appliquer actuellement, c'est une stratégie qui a un avantage sur le marché parce que malgré les pertes que j'aurais subi en fait dans le passé, je termine quand même mes semaines ou mes mois en positif. Vous voyez, c'est de là que vient la certitude qui m'amène à exécuter les trades malgré que je fais des pertes successives. Une perte successive, pardonnez. Donc, vous voyez que là, le trading, c'est un domaine de probabilité, ce qui n'est pas le cas avec les paris sportifs. Il n'y a aucune certitude. Dans le trading, on commence à parler de hasard uniquement avec les traders débutants qui viennent sur les marchés financiers et ils commencent à cliquer sur buy, sell en espérant, je dis bien en espérant que le marché en fait s'en va dans la direction que eux ils ont prévu. Sans système de trading qui a déjà fait leur preuve en fait dans le passé. Vous voyez, c'est là qu'on va parler de hasard. Et même là encore, c'est la personne elle-même qui est en train de faire le hasard. Ce n'est pas le trading qui représente le hasard. Non. Alors que dans les paris sportifs, en réalité, quand vous regardez, ce sont les bookmakers qui vous imposent les cotes. Alors que chez nous, un trading ici, c'est toi qui décides du levier ou de la cote, si vous voulez, que tu veux utiliser en fait. Vous voyez, c'est exactement comme ça en fait qu'on fonctionne ici en trading. Et je vais prendre encore un deuxième exemple pour vous prouver que le trading et puis les paris sportifs, là, il y a une différence. Je ne dis pas que les deux ne donnent pas de l'argent. Je suis juste en train de préciser qu'il y a une différence entre paris sportifs et trading. Donc, sachez faire cette différence-là. Parce que même les exemples que j'ai utilisés ici, là, il y a certains qui ne seront toujours pas convaincus parce que, voilà, ils auront peut-être un bug pour comprendre ce que je suis en train de dire. Désolé. Je vais prendre un deuxième exemple.
Et cet exemple-là, je vais le prendre avec les intervenants sur les marchés financiers. Je vous ai montré tout à l'heure là les différents intervenants sur les marchés financiers. On a dit qu'il y a la Banque mondiale qui intervient en fait sur les marchés financiers. Il y a aussi les banques commerciales et les banques d'État. Sachez aussi qu'il y a les banques centrales qui interviennent sur les marchés financiers. Maintenant, l'exemple que je veux prendre là, cet exemple-là concerne la Banque mondiale. Sachez que la Banque mondiale, elle intervient sur les marchés financiers là, en tant que la police. Quand je dis la police, ça ne veut pas dire que les gens ils sont là pour détecter ce qui est mauvais, pour aller arrêter des gens. Non, ce n'est pas un truc comme ça. Ici, ils sont là pour réguler le marché financier. C'est-à-dire que le rôle de la Banque mondiale, c'est de réguler les marchés financiers. C'est-à-dire quoi? Identifier ce qui n'est pas cool pour la population et puis remédier en fait à ce problème-là. C'est pourquoi on parle de réguler. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir identifier ces problèmes-là? Je vous explique. La Banque mondiale, en collaboration bien évidemment avec les banques centrales, ils vont appliquer ce qu'on appelle, sur les marchés financiers, hein, ils vont appliquer ce qu'on appelle la politique monétaire expansionniste et la politique monétaire restrictive. C'est ça, ça c'est grâce aux banques centrales qui vont appliquer ces deux politiques monétaires-là. Et quand je parle de politique monétaire, sachez qu'il s'agit de la gestion d'argent qu'il y a en circulation. Donc, politique monétaire, ça veut dire la gestion de l'argent qu'il y a en circulation. Maintenant, la Banque centrale qui va appliquer ces deux politiques-là, grâce à la Banque mondiale, bien évidemment, comment est-ce qu'ils vont procéder? Je vais prendre le cas de la politique monétaire expansionniste. La politique monétaire expansionniste, là, elle a pour objectif de stimuler l'économie d'un pays. Quand on dit stimuler l'économie d'un pays, là, c'est-à-dire que, genre, on suppose que l'économie du pays est en train de ralentir. Donc, ce qu'ils vont faire pour pouvoir stimuler l'économie du pays, là, ils vont, ils vont baisser les taux d'intérêt sur les emprunts, en fait. Quand on dit taux d'intérêt, là, je prends un exemple. Je m'en vais dans une banque, j'emprunte de l'argent et quand je vais vouloir rembourser cet argent-là, je dois payer un intérêt en fait sur cet argent-là. C'est ça qu'on appelle les taux d'intérêt. Donc la banque centrale, lorsque l'économie commence à ralentir, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils vont baisser les taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont baisser les taux d'intérêt? L'État, les entreprises, les personnes lambda, bref, tout le monde va aller emprunter de l'argent dans les banques pour pouvoir investir parce que les taux d'intérêt sont bas. Quand vous allez vouloir rembourser cet argent-là, vous n'allez pas payer grand intérêt sur l'emprunt que vous avez effectué en fait. Donc, ça va pousser les gens à aller emprunter de l'argent pour pouvoir investir. Et ce que ça va provoquer, c'est que il y aura beaucoup d'argent en circulation. Pourquoi? Parce que les gens empruntent et ils investissent. Vous voyez, quand ils vont investir là, ce qui va se passer, c'est que les obligations, les actions vont monter en fait parce que les gens investissent. Et en ce moment-là, ça crée beaucoup d'argent en circulation. Et quand il y a trop d'argent en circulation, là, ça provoque ce qu'on appelle l'inflation. Donc l'inflation, là, c'est le trop d'argent en circulation qu'on appelle l'inflation. Et quand ce trop d'argent-là va créer ce qu'on appelle l'inflation, la même banque centrale va appliquer maintenant la deuxième politique monétaire pour pouvoir remédier à ce problème d'inflation-là. Et quand ils vont appliquer cette politique-là, qu'on appelle la politique monétaire restrictive pour pouvoir résoudre le problème de l'inflation, donc le trop d'argent en circulation, cette politique monétaire restrictive-là consiste en fait à ralentir l'économie, c'est-à-dire à diminuer l'argent qu'il y a en circulation dans le pays en fait. Et comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils vont jouer encore une fois sur les taux d'intérêt. Là maintenant, dans cette politique monétaire restrictive, là, ils vont augmenter en fait de façon brutale les taux d'intérêt. Et quand on augmente les taux d'intérêt, ce que ça provoque, c'est que l'État, les entreprises et les personnes lambda, peu importe la personne, ces personnes-là ne vont plus en fait aller emprunter pour investir parce que les taux d'intérêt sont trop élevés en fait. Vous voyez? Donc, ça va provoquer ce qu'on appelle un ralentissement. Il n'y aura plus beaucoup d'investissements.
et ça va ralentir l'économie. Il y aura plus d'argent, il y aura plus assez d'argent en circulation. Donc, vous voyez que là, le problème de l'inflation est résolu. Vous voyez? Donc, c'est dans ce système-là qu'on vit. Mais plein de personnes, en fait, ne savent pas ça. Donc, ils se permettent, en fait, de comparer trading et puis paris sportif. Vous voyez, si la Banque mondiale elle-même se trouve sur le marché financier avec plein de politiques, vous voyez que vous ne devez pas, en fait, comparer le trading et paris sportif. Moi, je pense que c'est parce que les gens n'ont pas l'information qui se permettent de faire ça. Vous voyez? Donc maintenant, j'espère que vous allez pouvoir faire la différence entre paris sportif et trading. Même si les deux permettent de gagner de l'argent, sachez qu'il y a une différence en fait entre les deux. Le trading est beaucoup plus structuré, beaucoup plus sérieux en fait que les paris sportifs. Vous voyez, donc sachez désormais qu'il y a une différence entre ces deux-là. Tout simplement, c'est ça que je voulais toucher lorsque je parle de paris sportifs et de trading. Sachez qu'il y a une différence, tout simplement. Et on va continuer avec la suite. On a déjà presque fini de toute façon. Maintenant, vous devez savoir que en trading, la chose la plus compliquée là, c'est pas l'argent, hein. Il y a certains qui vont me dire que non, pour commencer le trading là, il faut combien? C'est ces questions-là, je reçois beaucoup ces questions-là en privé. Non, il faut combien pour commencer le trading? En réalité, les amis, l'argent n'a jamais été le problème en trading. La chose la plus difficile aujourd'hui en trading là, c'est la compétence, les amis. Et quand je parle de compétences, je veux parler de la connaissance. Je veux parler des informations par rapport au trading en question. Vous voyez, c'est la chose la plus difficile qui est là, la compétence. Parce que l'argent n'a pas été le problème. Le capital n'a jamais été le problème de départ en trading. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'il y a des entreprises qui existent aujourd'hui là pour financer les traders qui ont la compétence nécessaire pour que ces traders-là puissent travailler aisément, même quand ils n'ont pas de gros budget pour commencer à trader sur leur compte. Et ces entreprises-là qui financent les traders qui ont la compétence, je précise encore une fois, on les appelle les propres firmes. Voici le nom qui est écrit juste ici. Ce sont les propres firmes. Il y a plusieurs entreprises en fait, il y a plusieurs propres firmes. Il y a la propre firme FTMO, vous pouvez faire des recherches sur Google Chrome. Il y a la propre firme Funded Next, il y a la propre firme, comment on appelle, Funding Pips. Bref, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là pour financer les traders, qui ont la compétence de traders à avancer. Donc, sachez que l'argent n'a jamais été le problème de départ en trading. Et en parlant même de ça, attendez, je vais profiter. En parlant de ça même, je vais vous présenter en fait un compte financier que je suis en train de passer actuellement. Et l'objectif ici, là, lorsque ces entreprises-là vous financent, l'objectif ici, là, c'est que vous allez générer des gains sur les comptes financiers que les entreprises mettent à votre disposition. Et quand vous générez des gains sur ces comptes financiers-là, vous prenez 90% pour certaines entreprises et 95% pour certaines entreprises. Vous allez prendre 90% et l'entreprise prend 10% des bénéfices générés sur le capital, en fait, qu'ils vous ont prêté. Vous voyez, il y a certaines entreprises qui vous permettent de prendre jusqu'à 95% de bénéfices sur les gains générés sur le compte et d'autres entreprises 90%. Vous voyez? Donc l'objectif de ces entreprises-là, c'est ça, de façon technique en tout cas, parce qu'il y a des explications beaucoup plus profondes encore que vous devez savoir. Ça sera, ça sera à votre niveau. Vous devez faire des recherches sur cela. Maintenant que je vous ai expliqué ça, vous devez aussi savoir que ces entreprises-là ne vont pas vous donner en fait le capital gratuitement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Attendez, je vais d'abord aller sur le compte FTMO. Ce que ces entreprises-là vont faire, ils vont d'abord tester que vous êtes vraiment un trader professionnel. C'est-à-dire, ils vont chercher à savoir si vous êtes un trader professionnel ou bien un joueur de casino. Parce que ici en trading, le hasard, ça ne pardonne pas du tout. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous tester. Ils vont vous mettre à l'épreuve pour que vous puissiez en fait leur prouver que vous êtes un trader professionnel qui a déjà un avantage, qui a déjà une stratégie sur le marché. Et cela, comment ça va se passer?
Par exemple, supposons que vous voulez vous faire financer à hauteur de 10 000 $. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez payer une certaine somme. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai payé 100 $ à FTMO pour pouvoir passer un challenge de 10 000 $. Et ces 100 $ que j'ai payé là, c'est une garantie pour l'entreprise en fait. Donc, je dépose 100 $ chez l'entreprise et puis on me donne un compte de 10 000 $ sur lequel je dois leur prouver que je suis vraiment un trader rentable. Et ils vont te demander en fait de générer un pourcentage sur les 10 000 $. Donc, par exemple, ils vont te dire de générer 1 000 $ sur les 10 000 $ qu'ils t'ont donné là, pour leur prouver que toi, tu es vraiment un bon trader. Et quand tu arrives à générer les 1 000 $ sur les 10 000 $ qu'ils t'ont donné, en ce moment-là, eux, ils ont la preuve que ah, lui là, c'est un bon trader. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont te rembourser ton argent que tu avais déposé en garantie. Et puis, on te finance maintenant à hauteur de 10 000 $ pour que tu puisses trader avec. Ben, je tiens à préciser quelque chose. Ces 10 000 $ de financement-là ne sont pas retirables. C'est les gains que tu vas générer en fait sur les 10 000 $ de financement-là que toi et l'entreprise allez diviser en fait. Vous voyez, tu prends un pourcentage et l'entreprise aussi prend un pourcentage. Mais si tu as perdu le test auquel l'entreprise t'a soumis, tu n'as pas pu générer en fait les 1 000 $ sur le compte en question. Alors, l'argent que tu as déposé comme garantie chez l'entreprise, là, c'est fini. On ne te rembourse plus cet argent parce que tu as perdu le challenge. Perdu le challenge, ça veut dire quoi? Il y a des règles qui vont t'imposer. Et si tu as franchi une seule de ces règles-là, comme par exemple le fait de perdre une certaine somme sur le compte qu'on t'a donné, vous voyez? Et quand tu perds cette somme qu'on t'a fixée sur le compte financier, automatiquement pour eux, toi, tu n'es pas un bon trader parce que tu n'as pas pu gérer le financement qu'on t'a donné pour faire le test. Vous voyez? Et que ce soit pendant le challenge, que ce soit aussi pendant la période de financement où on vous a déjà financé, c'est toujours sur un compte de démonstration que vous allez travailler. Et en parallèle, eux, ils vont copier en fait vos trades. Mais c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas. Et ça ne veut pas dire que parce que vous êtes en train de travailler sur un compte de démonstration, ils ne vont pas vous payer. Non, on vous paye. Mais en parallèle, sachez qu'on copie en fait vos trades. Tout simplement parce qu'eux, ils ont les outils nécessaires pour identifier les traders qui sont vraiment rentables sur le marché. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Je vais profiter pour vous montrer mon compte de 10 000 $ chez FTMO. Pour ceux qui veulent le savoir, je suis en train de passer le challenge. Hein, je précise ça. Je suis en train de passer le challenge. J'ai pris ça le 25, je crois, ou le 22 février. Voici mon nom juste en haut, hein, pour ceux qui ne croyaient pas là, pour ceux qui pensent que c'est du fake. Voici mon nom juste en haut. Le compte va s'afficher. La première semaine du mois de février, du mois de mars, j'ai terminé ça en négatif. Donc, j'ai fait, moi, je risque 60 $ par trade et j'ai perdu 2 trades durant la semaine passée. Je préfère vous mettre face aux réalités du trading parce que le trading, ce n'est pas gagner, 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 gagner. Non. Un trader rentable, c'est quelqu'un sur son compte de trading, vous allez voir, moins 100 $, moins 100 $, moins 200, moins 10 000, moins 100, moins 100, plus 10 000, moins 100, moins 100, plus 100 000. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle un trader rentable. Mais malgré ces pertes-là, il arrive toujours à être performant à la fin de chaque mois ou bien à la fin de chaque semaine. Moi, par exemple, en performance, je juge à la fin de chaque mois. Vous voyez? Donc, je vais accumuler pour les semaines et je fais le bilan du mois. Attendez, je vais vous-même vous montrer, parce qu'il y a des gens ici qui vont dire que oh, l'antenne nous vend du rêve et tout. Attendez, je vous montre. Euh, voilà, ça c'est la dernière semaine du mois de février là. J'ai généré exactement, vous voyez à l'écran ici, j'ai généré exactement 617 $. Vous voyez, le trade que j'ai barré ici là, c'est une erreur en fait de l'eau. Donc une erreur de levier en fait que j'ai utilisé. Donc j'ai barré ça ici. Donc, ça c'est un petit détail encore une fois. Il y a aussi mon journal de trading qui est là, ça peut le prouver. Je vais vous montrer ça à la fin. Donc, vous voyez, ici sur le compte, j'ai un compte de 10 000 $ normalement. Ici, le compte est actuellement à 9 923 $ parce que, comme je vous l'ai dit, la première semaine du mois de mars, j'ai perdu en fait 2 trades
tout cas, quand je fais le bilan, j'ai perdu deux trades de $60. Donc, c'est pourquoi je me trouve à 9 923. Et puis aussi avec les commissions, donc les frais de transaction, tout ça, ils vont couper ça dedans. Voilà. Donc, jusqu'à la fin de ce mois de mars-là, on me demande de générer en fait $1000 sur ce compte de $10 000 pour pouvoir débloquer en fait le financement de $10 000. Et je vais le faire. Je vais même le présenter en fait dans la communauté, dans ma communauté. Mais bref, ça, ce sont les petits détails en fait. J'ai aussi un autre compte de $10 000, de $15 000 même chez FunditNext que je suis aussi en train de passer FunditNext. J'ai aussi, c'est en train de partir chez FTMO. J'ai un autre compte de $15 000 chez FunditNext. Attendez, il y a un compte de $15 000 chez FunditNext. Attendez, est-ce que ça en vaut la peine de présenter ça? Parce que je crois qu'il y a mes données sur l'écran. Attendez. Ah non, désolé. Désolé, vous avez déjà vu le compte de $10 000. Je pense que ça suffit. Sur ce compte de Foodit Next là, désolé, je ne vais pas vous le présenter. Néanmoins, vous savez que le capital, vous savez maintenant que c'est l'information qui fait la différence en fait. Voilà, c'est la compétence qui est la chose la plus difficile en trading. Sinon, le capital n'a jamais été voilà, un problème. Donc, j'enlève ça. Voilà, donc vous le savez maintenant que la compétence, c'est la chose la plus difficile en trading. Ça n'a jamais été le capital de départ parce que si tu as la compétence nécessaire qu'il te faut, c'est simple, tu t'en vas passer un challenge de 20 000, de $15 000, de $100 000. Il y a même des challenges de $200 000. Hein. Attendez, je ne vous ai pas montré. Attendez, je vous montre ces challenges. Moi, je préfère découper en fait les challenges que tu passes. Genre, au lieu de prendre un gros compte de $100 000, je préfère prendre plusieurs comptes de $10 000 en fait. Ou bien je divise les $100 000 là en deux en fait. Donc, deux comptes de $50 000. C'est encore plus facile à gérer quoi. Parce que franchement, il y a la notion de l'argent qui te rattrape toujours. Il y a des gens qui ne sont pas en fait, ils sont pas habitués à gérer de grosses sommes. Donc, quand ils vont voir ça sur les écrans, franchement, ça les traumatise. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Maintenant, je vais vous montrer les différents types de comptes. Donc, ça va charger. Charge. OK. OK, voici ça ici. Regardez, on a les comptes de $10 000 que vous voyez à l'écran. On a les comptes de $25 000. On a les comptes de $50 000, de $100 000 et même des comptes de $200 000. En fonction du challenge que vous voulez passer, vous allez payer une certaine somme comme garantie avant de passer le challenge. Et quand vous perdez le challenge, automatiquement, vous perdez aussi votre garantie que vous avez déposée chez l'entreprise. Mais quand vous gagnez le challenge, quand vous perdez, désolé, je suis en train de tout mélanger. Quand vous perdez le challenge, l'argent aussi que vous avez déposé pour pouvoir passer le test, vous le perdez en fait. Parce que ces entreprises-là ne sont pas là pour jouer. Vous voyez. Et quand vous gagnez en fait le challenge, l'entreprise sait que lui là, c'est un bon trader. On te rembourse ton argent de départ que tu as investi pour pouvoir passer le challenge. Et puis on te finance maintenant. Tu vois. On te finance. Il y a plusieurs sommes, hein, $100 000. Il y a même des comptes qui vont jusqu'à $400 000. Vous voyez. Donc, tout ça, ce sont des preuves qu'en réalité, vous n'avez pas en fait d'excuses. Et les amis, vous ne devez pas rester en fait à l'écart des marchés financiers, sincèrement. Parce que sur les marchés financiers, vous pouvez même confirmer cette recherche-là plus tard si vous le souhaitez. Il y a plus de 7 000 milliards, je répète, il y a plus de 7 000 milliards de dollars qui circulent sur les marchés financiers chaque jour. Donc, vous voyez que ce n'est pas le petit $1 000, $2 000 que toi, tu vas venir soutirer chaque mois sur les marchés financiers qui va faire que le marché financier va disparaître. Limite même à toi, toi-même, on ne sait même pas que tu existes. Vous voyez, donc vous ne devez pas, vous ne devez surtout pas rester à l'écart des marchés financiers. D'autres vont me dire qu'ils n'ont pas le temps. Bref, même si tu n'as pas le temps, il y a un profil de trader qui est adapté à chaque personne en fonction de sa disponibilité. Donc, c'est l'information que vous n'avez pas en fait. Maintenant, je vais terminer en fait ce live-là par les deux méthodes, selon moi, que vous voyez ici, là, par les deux méthodes en fait pour apprendre une compétence. Quand je dis compétence, je veux parler de n'importe quoi. Et la première méthode pour moi, c'est YouTube, parce que je suis passé par là. Que ce soit la compétence de trading, que ce soit la compétence de e-commerce, que ce soit la compétence de... Bref, même si, je ne vais pas dire ça, quelle que soit la compétence que vous
vous voulez développer aujourd'hui là. YouTube est un moyen très efficace pour pouvoir apprendre cette compétence-là. Et ce que vous allez faire ici, c'est que vous partez sur YouTube comme ça. Vous partez sur YouTube comme ça et la recherche que vous allez faire doit concerner en fait la compétence qui vous intéresse. Donc, ce que vous allez faire, vous tapez dans la barre de recherche de YouTube, trading, par exemple, pour débutants. Trading pour débutants. Ouais. Quand vous tapez trading pour débutants, là, regardez, tout ça, ce sont des formations. Ouais, tout ça, là, ce sont des formations qui sont sur le trading pour débutants. Ouais. Il y a même des formations gratuites en trading pour les débutants. Voilà. Donc, ça, c'est le premier moyen. Mais, je tenais à préciser quelque chose. Les personnes même qui m'ont contacté par rapport au trading là, pour me demander comment ça fonctionne, comment ils peuvent apprendre, ils peuvent témoigner. Comment on appelle? Aujourd'hui, avec YouTube là, vous pouvez apprendre, je vous assure. Mais si vous décidez de choisir ce moyen-là, il faut être aussi capable d'assumer les conséquences de ce moyen d'apprendre la compétence qui vous intéresse. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, sur YouTube là, il y a toutes sortes de sujets. Ils vont certes vous apprendre ce que vous voulez, mais le temps que cela va prendre là, ce ne sera pas le même temps que lorsque vous allez utiliser la deuxième méthode pour apprendre une compétence. Moi, je suis passé par là, je suis passé par YouTube. Je sais qu'est-ce que j'ai traversé. J'ai perdu du temps, de l'énergie, de l'argent à tourner en rond sur YouTube. Eux là, ils sont là pour les vues. Donc, ils n'ont aucun intérêt, je dis bien, ils n'ont aucun intérêt à vous donner l'information directement. Certains vont me dire, oh non, toi-même, tu es en train de poster des vidéos sur YouTube et puis tu dis ça. Mais c'est la vérité, en fait. Ce n'est pas tout le monde qui vous donne ces informations-là directement. Ouais, donc, ça vous fait perdre du temps et ça vous fait perdre, en fait, beaucoup d'argent et d'énergie, même surtout. Ouais. Et le deuxième moyen pour moi d'apprendre, encore une fois, je précise, si vous décidez comment on appelle, d'apprendre la compétence de trading par YouTube, sachez que le temps que vous allez prendre sera très énorme. Moi, ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis sur les marchés financiers. Je sais de quoi je vous parle. Donc, assumez les conséquences lorsque vous allez choisir en fait cette méthode-là. Maintenant, la deuxième méthode, moi, je ne l'avais pas compris très tôt en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, la deuxième méthode ici, vous l'avez déjà lui-même. C'est se faire guider en fait par quelqu'un qui s'y connaît déjà dans le domaine qui vous intéresse en fait. Si vous voulez développer une compétence de e-commerce, vous devez aller vers quelqu'un qui s'y connaît déjà dans le e-commerce en fait. C'est comme si cette personne-là va vous prendre la main pour vous aider à traverser la route. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus facile en fait. Les choses vont très très vite là-bas parce que c'est précis. L'information est précise. Donc vous perdez moins de temps, moins d'énergie, voire même moins d'argent. Vous voyez? Et en plus de ça, quand il y a un accompagnement, ça devient un banger. C'est-à-dire que la personne vous donne sa formation, il vous guide pas à pas à faire ce que vous avez à faire et tout. Donc, franchement, c'est le meilleur moyen des deux moyens d'apprendre une compétence. Tu vois, c'est la meilleure moyen. Je suis en train de tout mélanger encore. Désolé, c'est le meilleur moyen de tous les moyens, en fait, d'apprendre une compétence qui vous intéresse. Encore une fois, désolé pour la qualité du français, hein. Voilà, je ne fais pas partie de ceux qui ont créé la langue de Molière, mais au moins j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de partager avec vous, sincèrement. Et se faire guider par quelqu'un, ça va vous faire, en fait, ça va vous éviter de perdre du temps, de l'énergie et aussi de l'argent. Et vous allez évoluer en fait dans un cadre précis. Vous voyez? Et c'est exactement pour cette raison-là que moi, de mon côté, j'ai fait l'effort, j'ai fait le travail pour toutes les personnes qui s'intéressent au domaine du trading, pour toutes les personnes qui veulent apprendre le trading, mais qui ne savent pas par quel moyen ou bien qui ne savent pas par où commencer pour apprendre cette compétence de trading-là. Moi, de mon côté, parce que je l'ai fait parce qu'il y a plein d'amis, de potes. Bref, il y a certains ici qui peuvent le confirmer. Ils m'écrivent régulièrement parce que moi, j'aime poster mes captures d'écran sur mes réseaux, sur WhatsApp et tout. Et ces personnes-là me posent des questions, comment apprendre le trading, ça les intéresse, et ils voient, mais ça ne va pas commencer. Donc, moi, je les redirige en fait sur YouTube. Mais au final, ces personnes-là ne reviennent jamais vers moi pour me dire, ah, bon, voici ce que j'ai appris, qu'est-ce que tu penses et tout. Je sais, c'est difficile en fait. Ouais, mais je fais en fait exprès parce que je n'ai pas de moyens pour les aider. Je suis obligé en fait de les rediriger vers YouTube. Mais aujourd'hui,
j'ai créé en fait une formation d'accompagnement pour les traders débutants. Donc, pour toute personne qui s'intéresse au trading mais qui ne sait pas par où commencer, j'ai créé une formation aujourd'hui d'accompagnement des traders débutants. Et dans cette formation-là, ce que vous allez obtenir, c'est que vous allez avoir, une fois que vous intégrez ma communauté privée, vous allez avoir accès aux vidéos de la formation via Telegram. Donc, la formation est hébergée sur Telegram. Vous pouvez la suivre à n'importe quel moment, à votre rythme. De toute façon, il n'y a pas de précipitation. Et la formation, je l'ai faite en deux parties. Donc, le premier chapitre va porter vraiment sur le basique du trading, les bases du trading. Et les explications sont très claires, très précises. Vous voyez, c'est comme si je vous prenais la main pour traverser la voie. Tout est pratique. Il y a des informations théoriques et je vous montre exactement comment les appliquer. Et dans le deuxième chapitre, là maintenant, franchement, c'est un banger. On commence à rentrer dans les profondeurs du trading maintenant. On commence à toucher certains points, voilà, qui vous permettent d'améliorer en fait votre langage en trading. Et franchement, vous allez devoir être patient. Comme je l'ai dit, quel que soit le moyen que vous allez utiliser, vous devez assumer en fait les conséquences. Si vous décidez aujourd'hui de rejoindre ma communauté privée pour que je vous accompagne en tant que trader débutant, vous devez aussi être capable à faire, vous devez être capable en fait de faire des sacrifices pour apprendre ce trading-là. Vous devez être capable de suivre toutes les instructions que je vais vous donner. Parce que le problème avec les débutants aujourd'hui, là, c'est que quand tu leur dis de faire ci, ils n'en tiennent qu'à leur tête. Et quand c'est comme ça prend beaucoup plus de temps. Et la deuxième chose que vous allez obtenir, c'est que vous allez intégrer directement notre communauté privée sur WhatsApp. Et dans cette communauté privée-là, nous ne sommes que des traders. On parle seulement de trading et de développement personnel. Et je parle de développement personnel, je le répète encore une fois, pour moi, ce qui va vous donner ce que vous voulez de la vie, franchement, c'est qui vous êtes. Et à côté de ça, chaque samedi ou chaque semaine, je le précise, on fait un appel de progression pour que je puisse suivre votre progression en fait. L'objectif ici de cet appel-là chaque semaine, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations et puis voilà, m'assurer que vous comprenez tout ce que j'ai dit dans la formation. Et pour rejoindre l'accompagnement, c'est très simple, c'est du banger, c'est cadeau. Chacun paye 25 000 francs par personne. Et si vous êtes deux, donc au lieu de payer 25 000 francs chacun, vous payez tout simplement chacun 20 000 francs et je vous donne les accès à vous deux. Maintenant, je peux vous faire une faveur jusqu'au jeudi. On est quand aujourd'hui là? Bien évidemment, c'est pour ceux qui sont en train de visionner la vidéo actuellement. Jusqu'au jeudi, on est le 9 aujourd'hui, donc le lundi 9. Jusqu'au jeudi, je ne sais pas c'est quelle date, je ne sais pas le jeudi correspond à quelle date. Donc jusqu'au jeudi 12, donc mars 2026 là, les prix vont revenir à 25 000 et à 40 000 francs. Donc 25 000 francs par personne, possible de faire le paiement en deux tranches et 40 000 francs pour deux personnes et le paiement, il est unique. Je vous donne l'accès directement. Pour ceux qui veulent me contacter, ce sont mes numéros WhatsApp qui sont à l'écran là. Je vous dis franchement, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je sais que ce n'est pas facile. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être intéressé par ce domaine-là pour rester sur une si longue vidéo et tout. Je vous dis bonne soirée et puis bon, peace out.